Sophie Gaucher, c'était au Salon du Livre. Sophie est arrivée avec son petit carton à dessin, surtout avec plein de dessins qu'elle m'a montré, et un truc qui était dans le fond du carton, où j'ai dû insister pour qu'elle me le montre. Et c'était des petits dessins qu'elle faisait, en fait, en regardant la télé, où elle notait elle faisait le dessin en regardant la télé, et elle notait une petite phrase, qui est juste là. On peut peut-être en... Et ça, je trouvais... regardez de vous-même, vous allez constater la... Donc le fauteuil qui est devant la télé, comme ici à peu près, ouais. Le même mais pas pareil. Et donc à chaque fois, c'était un petit dessin fait rapidement et la petite phrase en dessous. Et donc ça a été la première édition. On prend des photos pour se souvenir, c'est-à-dire avec l'illusion d'arrêter le temps, ou de le capturer, d'interrompre les mouvements du monde. On prend des photos comme des notes. D'autres, on les prend avec une façon de répondre à l'invitation du monde, parce qu'un arrangement particulier des choses sous le regard, parce que des couleurs, une lumière, pour faire une belle image. Je ne sais pas ce que je cherchais, moi, à parcourir une petite ville du Nord, à marcher des rues vides. Je prenais toutes sortes de photos, pour pouvoir revoir ce que j'avais vu, ou, à la manière du photographe dans le film Blow Up d'Antonioni, voir ce que j'avais capturé sans voir, à mon insu. Sait-on jamais vers quelle rencontre on va? Et cette photo, je l'avais prise en pensant pour Maud. Ou bien j'avais cru reconnaître dans cet arrangement de couleurs, dans la planité de cette façade, dans ces lignes, quelque chose des peintures de Maud. Quelque chose dans cette réalité faisait image, c'est-à-dire s'extrayait de lui-même à la continuité du monde, de cet alignement ordinaire de façade, pour s'imposer en un ajustement de forme et de couleurs. Cette photographie existait, je l'avais prise, mais elle existait même avant que je déclenche par le regard posé, parce que moi je croyais avoir rencontré dans ses accords quelque chose de sa peinture, et je voulais lui envoyer, et qu'elle y reconnaisse elle aussi ce que j'avais surpris. On porte en soi des modes de lecture du monde. Wilde, dans un aphorisme, dit que l'art précède la vie. Matisse, sur les conseils de Moreau, passe ses journées au musée et retrouve ensuite dans ses promenades des jouissances analogues à celles ressenties dans la peinture. Dans les alentours de 1900, Hermann Rorschach, fils d'un professeur de dessin, met au point son fameux test projectif par lequel il se propose de scruter ce qu'il y a de symptomatique dans ce que ses patients croient voir dans des formes indéterminées. Ce faisant, il mettait en évidence les puissances psychiques du regard et ce qui était en jeu dans l'inconscient. Quelques autres savants avaient mis en évidence que dans les images, comme dans le texte, il suffit de quelques points de repère ou points de capiton pour appeler une reconnaissance et voir dans une pierre des nuages, des taches sur un mur, une silhouette ou un visage, ou quelque autre objet que le travail de l'inconscient appelle. Moi, je regarde distraitement un bouquet de fleurs posé sur la table, et celui-ci se fige, agrège autour de lui tous les objets environnants, solidaires et fixes, pivotés d'un seul mouvement, comme le seraient les tasses de café, les bouteilles, les coupelles, sur le plateau d'un serveur. Tout est d'un bloc. Le monde fait image, prend la pose, tandis que refluent les souvenirs de tableaux, de films, de photos qui nous habitent. Mais il m'est difficile de dire à l'instant qui du souvenir ou de l'instant a rappelé l'autre, cependant que je regarde dans leur arrangement quelques objets se distinguer du fond, atteindre une compacité inouïe, se dresser presque, comme une figure. Je n'ai pas envoyé l'image. J'ai pensé, je crois, que mon geste était bien naïf, et peut-être même incongru. Qui peut désigner à l'autre ce qui le regarde? Il faut respecter le travail des autres comme quelque chose d'intime, s'avancer sur le seuil. Et qu'en aurait-elle fait de cette photographie reçue d'une vague connaissance, sinon qu'en effet il y avait similitude, ou que non, elle ne voyait pas vraiment, parce qu'au fond cette image, elle ne l'aurait pas prise elle-même. Je sais tellement que l'on a besoin du parcours, au moins autant que de la conclusion vers laquelle il nous mène, et peut-être plus. Je ne l'ai pas envoyé parce que ça ne lui aurait rien apporté, seulement un embarras de répondre oui, en effet, ou d'éluder.
Au fond, cette photographie, c'était davantage la trace de mon souvenir de la peinture de Maud, dans le regard que je portais à cet instant sur le monde. Et pour cela, cette image lui aurait sans doute paru étrangère. Et parce qu'elle avançait elle-même en sa peinture, et qu'elle n'avait pas besoin qu'on lui rappelle en quoi elle concernait le monde, et en effet émanait d'un regard posé sur les choses et suggéré par elle. Parce qu'enfin, elle devait se trouver déjà ailleurs de là où mon souvenir voulait bien cela figurer, sa peinture. Moi, j'avais, par cette photographie, continué le travail dans ma direction. J'y avais adossé mon regard. Maintenant, je me souviens d'autres photographies prises dans un élan similaire. Un arrangement de pavés à Amsterdam, je crois, que j'avais remarqué parce qu'il m'évoquait une composition de Sean Scully. 2 pains grillés siamois que je pensais devoir envoyer à Thierry Mouillet en souvenir de son travail. Il m'était arrivé à moi aussi de recevoir des images, ou à défaut leur description, qui s'inscrivaient, me disait-on, dans mon propre travail, qu'il appelait ou était appelé par lui. Son travail, je l'avais découvert par une connaissance commune. Ils avaient exposé ensemble. Ces tableaux étaient de ceux qu'on remarque. J'avais eu dans les mains un dossier, des reproductions. J'avais été marqué par une série de vitrines, au tracé droit et aux couleurs soigneusement accordées. À une autre occasion, ces toiles, j'avais eu l'opportunité de les voir dans l'atelier. Et ce qui m'avait surpris d'abord, c'était leur taille. Je n'en avais aucune idée. J'avais été surpris un jour de découvrir dans une des vitrines du musée Picasso à Paris une petite tuile sur bois que j'avais toujours imaginé être une sorte de rideau de théâtre. C'était un petit tableau monumental. Des colosses déployaient une gaieté fraîche sur une plage incroyablement étendue. Il y avait quantité d'air autour de ces figures, et cela tenait pourtant dans les mains. J'avais appris que l'ampleur n'était pas le format. Les tableaux de Maud, en tant qu'image, n'avaient pas de taille. Et les voyant à l'atelier, je n'avais pas été surpris de les trouver plus petits ou plus grands que je les avais imaginés. J'avais été surpris qu'ils aient une taille. Les images que portaient ces tableaux flottaient dans ma tête, sans corps, à rebours de ces premières phases christiques qui questionnaient le mystère de l'incarnation. Il me semblait percevoir là une dynamique contraire de l'image, consistant à tirer le réel le plus tangible vers sa désincarnation imagée, construction imaginaire, vers sa fiction. Ou non, c'est peut-être exactement la même chose. Se figurer son système, son mystère, pour y aborder, peut-être. Sa peinture est un acte de lissage, de disparition des détails, engendrant une perte de repère d'échelle et déterminant un espace possible à toutes les tailles. Tout le poids de la réalité s'efface dans l'image, à la faveur d'une sorte de gravitation. Littéralement, vitrine et maison flottent en elles-mêmes, flottent dans les images d'elles-mêmes. Et elle revendique encore cette régularité suspecte qui met en doute notre lecture de l'espace représenté. Car toute image flotte au-dessus du monde comme un rêve, une extase. Peut-être aujourd'hui davantage encore du fait de leur dématérialisation par le numérique, les médias, leur démultiplication systématique. Comme la photographie que j'avais prise, transformant un pavillon familial en une surface dessinée, et retrouvant peut-être par là ce qu'il avait anticipé, je veux dire les dessins de l'architecte, les tableaux de Maud sont des abstractions, des représentations intellectuelles, isolant quelques qualités significatives, un peu comme les plans et les cartes, rendent compte d'une réalité par l'écart qu'ils entretiennent avec elle. Des images extraites du monde et les recréant. Car il ne s'agit pas tant de peindre des vitrines, plutôt les vitrines sont ce par quoi la peinture advient, un peu comme un écran réceptionne les images projetées, qui sinon se perdraient dans le vide. Les vitrines que peint Maud ne sont pas seulement des représentations. Toujours, les images inventent un monde. Cette peinture s'adosse à quelques objets simples, vitrines donc, édifices en Lego, architecture, intérieur. Des volumes ordinaires qui, entre les pans, jouent avec le vide, avec les surfaces, avec l'illusion de perspective. Maquette ou réalité, qu'en peut-on savoir? Tout indice est soigneusement gommé. Dedans l'image peinte se déplie une illusion du monde. Et cette illusion nous renvoie au vertige que produit le monde et dans lequel on est pris. J'ai pensé un jour, un peu brusquement, quelque chose dans l'évanouissement du monde qu'est l'image.
Je veux dire cette impression que quelque part, l'image est un désir du monde, qu'elle existe en germe en lui, qu'elle se préexiste. Comme si le monde, dans ses mouvements, sa fuite, appelait quelque chose pour le fixer. Quelque part, les images réalisent cette volonté secrète que Julio Cortázar attribue à l'axolote, cette salamandre mexicaine à laquelle il consacre une nouvelle. Celle d'abolir l'espace et le temps par une immobilité pleine d'indifférence.